Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public qui prend une forme un peu particulière, celle d'une conversation en duo avec Michel Janinoff. Michel Janinoff, bonjour. Bonjour. Nos auditeurs vous connaissent, mais ils ne vous ont pas entendu ces derniers temps au micro du Nouvel Esprit Public. Ils ne vous ont pas entendu pour une bonne raison, qui est que vous n'étiez pas à Paris, vous étiez en Ukraine. Alors, avant que nous parlions de votre séjour et de ce que vous en avez déjà, ce que vous allez en tirer pour Philosophie Magazine, dont vous êtes rédacteur en chef, un mot sur vous et cet univers russe et ukrainien. Votre nom, évidemment, n'a pas une consonance bretonne. Et donc, quels sont vos rapports avec la Russie, avec l'Ukraine, vos rapports personnels, familiaux, etc. En fait, moi, je suis descendant de personnes qui ont fui la révolution russe dans les années 1920, qui sont partis de Russie, mais aussi d'Ukraine. J'avais un grand-père ukrainien d'Odessa. Et donc, je suis parfaitement français depuis pas mal de temps. Mais c'est vrai que j'ai connu surtout la Russie. J'ai travaillé dans les années 90 à l'ambassade de France à Moscou, puis à nouveau pour l'ambassade de France à Moscou dans les années 2000. Donc je connaissais l'Ukraine, mais j'y allais souvent de Moscou. C'est-à-dire j'avais encore cette perspective qui était d'aller en Ukraine, mais de l'ancien centre impérial. Et donc je ne parle pas ukrainien, je parle russe. Et donc quand j'étais en Ukraine récemment, j'ai parlé russe avec presque tous mes interlocuteurs. Mais ce que j'ai voulu justement, c'est en quelque sorte moi aussi désimpérialiser mon regard en allant passer du temps en Ukraine, non pas de Moscou, mais de France, et de m'enfoncer un peu dans ce pays en guerre. Alors, juste un mot, les immigrés de tous les pays de la génération de vos grands-parents qui sont venus ont, pour beaucoup d'entre eux, coupé les racines, c'est-à-dire fait en sorte que leurs enfants n'apprennent pas la langue qui était la leur. Vous, non, vous parlez russe parce qu'on parlait russe dans votre famille ? Oui, on parlait russe à la maison, mes parents parlaient russe entre eux, la confession orthodoxe était transmise, donc il y avait au contraire une forme de revendication quand même d'une origine culturelle, linguistique qui a été maintenue. Alors, vous venez de passer en Ukraine un long séjour. Il s'est déroulé de camp à camp. Il a duré combien de temps ? Ça a duré 2 semaines en tout. C'était de la dernière semaine d'octobre à la fin de la première semaine de novembre, c'est-à-dire quelques jours après l'élection américaine. Et ce que je voulais, c'était passer du temps. C'est-à-dire que j'étais allé une dizaine de fois déjà en Ukraine. J'étais allé à Odessa depuis le début de l'offensive majeure. J'y étais allé en juin 2022. C'est un pays que je connais un petit peu. Mais j'avais envie justement un peu de m'immerger. J'avais envie de parcourir du temps et de l'espace en Ukraine. C'est pour ça que j'ai voulu passer 2 semaines tout seul, sans photographe, sans interprète, etc., pour essayer de côtoyer au maximum la société ukrainienne après 1000 jours de guerre. Première question toute simple et matérielle, mais c'est facile d'y aller ? C'est facile de se déplacer ? C'est facile d'organiser un séjour ? C'est très simple, en fait, on y va sans visa. N'importe qui peut aller en Ukraine. Alors, la seule différence, c'est que donc, il faut aller jusqu'en Pologne, puis prendre un train ou un bus pour traverser la frontière, aller en Ukraine. Alors, ce qui est spécial, évidemment, c'est que dans le bus qui va de la frontière polonaise à Lviv, qui était la première étape de mon voyage, tout à l'ouest du pays, j'étais pratiquement le seul homme dans le car, et ainsi qu'au retour, parce que les hommes ukrainiens de 18 à 65 ans n'ont pas le droit de quitter le territoire. Donc, je me retrouvais avec des femmes qui avaient passé un peu de temps à l'étranger avec leurs enfants, avec des vieilles dames, etc. Et donc, donc c'est très simple d'y aller. Il faut aller jusqu'à Varsovie ou Cracovie, puis prendre un train ou un bus. On rentre sans visa et on est très bien accueilles. Alors un mot, puisque vous venez de parler de Lviv, alias Lvov, alias Lemberg, selon ces 3 appellations successives, c'est la grande ville la plus à l'ouest du pays. Qu'est-ce que la guerre
fait à Lviv? Comment est-ce qu'elle est ressentie et à quel moment il y a eu un bombardement, je crois d'ailleurs. Oui, c'est assez paradoxal. Lviv, donc c'est vraiment l'ancien empire austro-hongrois, ça a aussi appartenu à la Pologne. Donc c'est une ville où les églises sont gréco-catholiques, c'est-à-dire orientales, de rite oriental mais catholique. D'ailleurs, il y a une ferveur religieuse très forte qui participe à l'identité de cette région. Donc c'est à la fois une région où les gens ont toujours milité pour l'indépendance de la Pologne, parce qu'ils sont très loin de la Russie et de l'Empire russe. Ils se sentent pas russes du tout. Et c'est pour ça qu'ils sont à la fois très loin du front, ils sont à peu près à 1000 km de Kharkiv tout à l'est, et en même temps, ils envoient beaucoup d'hommes se battre. Et donc, c'est une impression très particulière où à la fois, ils sont relativement en sécurité. Alors, malgré cette sécurité relative, début septembre, il y a un missile qui s'est abattu sur une maison d'habitation et un homme a perdu sa femme et ses 3 petites filles. Donc, c'est atroce. C'est une ville qui reste encore bombardée par l'armée russe, mais qui n'est pas directement menacée. Et donc, il y a ce sentiment relatif de sécurité. Et donc, quand j'y étais, c'était les vacances scolaires. Il y avait beaucoup de jeunes du reste de l'Ukraine, des enfants et des adolescents qui étaient envoyés à Lviv pour souffler un peu. Et en même temps, il y a une sorte de souffrance pour cette guerre. Il y a peut-être un peu de culpabilité aussi, parce qu'on est loin du front. Et donc, on m'a emmené voir le cimetière militaire où il y a des dizaines de tombes de soldats morts, et à la messe catholique du dimanche où on égrène le nom des personnes qui ont été tuées récemment sur le front. Donc c'est très particulier. Alors, avant que nous passions au contenu de vos différentes comptes rendus de votre voyage, est-ce que vous pouvez nous résumer ce que vous en avez fait dans Philosophie Magazine, dont je rappelle, j'ai dit que vous étiez rédacteur en chef, et ce que vous allez en faire? Donc là, dans le numéro de décembre-janvier, vous avez écrit, et vous avez l'intention de poursuivre de quelle manière? C'est-à-dire que, donc il y a un reportage de 9 pages qui est paru, qui est dans le numéro en vente jusqu'à fin janvier, avec des photos et le récit de cette traversée de l'Ukraine. Et j'ai aussi commencé à publier sur le site de philomag.com, les entretiens presque intégraux que j'ai pu réaliser avec toutes les personnes que j'ai rencontrées. J'ai rencontré principalement des intellectuels, des philosophes, des éditeurs, des artistes. Mais comme je suis allé seul et que je suis russophone, j'ai aussi rencontré pas mal de personnes dans la rue, dans les trains. Voilà. Et j'ai échangé avec eux, j'ai discuté avec eux pour avoir un peu leurs sentiments sur ces 3 ans de guerre qui s'approchent. Donc voilà, donc il y a un reportage qui est sorti sur le site de Philosophie Magazine. Il y a déjà plusieurs interviews d'intellectuels ukrainiens avec qui j'ai passé beaucoup de temps, qui étaient contents de parler, qui avaient du temps à me consacrer dans les différentes villes que j'ai traversées. Alors, venons-en maintenant à la situation en Ukraine. Donc, plus de 1000 jours après le début de la guerre, une des questions, je crois, qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils sont fatigués et est-ce que c'est vraiment leur fatigue que Poutine espère et sur laquelle il table? J'ai posé cette question à tous mes interlocuteurs. L'une des dernières, c'était à Kharkiv, donc tout à l'est du pays. Elle m'a répondu un peu en colère, mais c'est vous qui êtes fatigués. C'est vous les Occidentaux qui êtes fatigués parce que, en fait, vous en avez assez. L'Ukraine, c'est loin. Il y a d'autres guerres dramatiques. Vous avez des situations politiques compliquées. L'Europe est divisée, etc. C'est vous qui êtes fatigués de nous aider et de comprendre que nous sommes finalement la sentinelle de l'Europe face au poutinisme. Alors, les réponses sont très diverses. Certains intellectuels m'ont dit la fatigue, c'est en fait de la propagande russe, c'est-à-dire c'est essayer de convaincre les Ukrainiens eux-mêmes et les Occidentaux que tout le monde n'en peut plus et qu'il faut vite aller signer un morceau de papier pour interrompre cette guerre. Et quant à d'autres intellectuels, notamment à Lviv, notamment une philosophe qui s'appelle Orissia Bila, elle m'a dit, écoutez, c'est un marathon dont on ne connaît pas le kilométrage précis. C'est-à-dire qu'on est obligé de courir. Évidemment qu'on est épuisé, parce qu'on ne peut pas programmer de vacances, parce que les hommes ne peuvent pas sortir du pays, donc on passe des vacances sans les pères et les maris, parce qu'on dépense beaucoup d'argent pour soutenir l'armée, etc. On n'a pas une vie normale, on est suspendu aux nouvelles, il y a des proches qui meurent. On est fatigué, mais on sait qu'on doit continuer. On ne sait pas combien de temps, mais on sait qu'on doit continuer pour la raison toute simple que c'est une guerre, non seulement pour des territoires, mais aussi pour détruire l'Ukraine. C'est-à-dire Poutine considère que l'Ukraine est un pays artificiel, qu'il faut démembrer, et évidemment s'emparer d'une partie. Donc on est obligé de continuer. Et pour continuer, on doit puiser en nous des ressources spécifiques. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé dans mon voyage, c'est de voir quels étaient les affects
de mes interlocuteurs. Il y avait beaucoup d'affects entre guillemets négatifs, fatigue, sentiment d'abandon, angoisse, parfois colère. Et ce qui m'a impressionné, c'est la manière dont, chez pas mal de personnes à qui j'ai parlé, ces affects négatifs étaient transformés en quelque chose de positif. C'est-à-dire que ça pouvait devenir de la résilience, ça pouvait donner un sentiment d'unité entre les Ukrainiens qui souvent étaient divisés entre eux, ça donnait aussi du courage, et ça donnait quelque chose qui m'a énormément ému, c'est le soin qu'ont les gens les uns envers les autres, dans les transports, dans la rue, etc. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment qu'évidemment le pays est en danger, dans son intégrité territoriale, dans sa culture, dans sa vie elle-même, et que dans cette période spécifique, pour ne pas céder aux mauvaises passions, il faut s'entraider, il faut s'aider. Et c'est vraiment impressionnant. On aide les vieilles dames à traverser la rue, on aide les enfants, on leur parle. Il y a une sorte de soin permanent des uns envers les autres, ce qui montre que dans une partie de la population au moins, ces sentiments difficiles, négatifs, peuvent se transformer en sentiments positifs. Et je crois que c'est un exemple, même pour quand on regarde cette société de loin, comme la société française. Il y a une chose qui m'interroge depuis le début de cette guerre, c'est quel est, dans la population ukrainienne, le poids de la mémoire de ce qui s'est passé à la fin des années 30, qui est quand même un des épisodes qui a été le moins rendu public, le moins étudié, malgré la publication de livres comme Robert Conquest sur la famine, la grande famine organisée par Staline qui a entraîné des millions de morts ukrainiens. Est-ce que cet épisode de l'histoire remonte à la surface? Est-ce qu'il compte? Est-ce qu'il alimente une énergie négative, positive? En fait, il y a une redécouverte depuis l'indépendance de l'Ukraine en 91 de son histoire, et notamment de son histoire soviétique. Et donc le Golodomor, quand au début des années 30... Alors, le Golodomor, c'est le nom qu'on donne à cette famine. Voilà, cette famine organisée par Staline pour en fait à la fois récupérer des céréales et en même temps faire mourir ces Ukrainiens irréductibles. C'est quelque chose qui maintenant est honoré. Il y a un musée du Golodomor, donc cette famine à Kiev. Il y a des commémorations. Et donc, ça rentre peu à peu dans la conscience collective, alors que ça avait été évidemment totalement nié pendant la période soviétique. Donc, on voit qu'il y a une sorte de redécouverte d'une mémoire qui avait été, niée pendant des décennies. Et il y a un de mes interlocuteurs, un ancien dissident, qui m'a dit cette chose terrible. Il m'a dit, vous savez, un jour, un officier du KGB, donc dans les années 70, m'avait dit « L'Ukraine, c'est un champ de mauvaises herbes qu'il faut faucher tous les 10 ans. Si on ne le fauche pas, eh bien, ils vont finir par finalement se révolter et sortir de l'Empire russe. » Alors, il y a eu la révolution et la guerre civile dans les années 20, il y a eu le Golodomor dans les années 30, ensuite il y a eu les répressions, la guerre mondiale pour lesquelles les Ukrainiens ont énormément donné, puis des répressions culturelles, etc. Et donc, c'est un terrain qu'il faut faucher. Et je crois que les Ukrainiens, aujourd'hui, se rendent compte que, effectivement, le centre, Moscou, a toujours voulu, finalement, tuer dans l'œuf toute velléité d'indépendance, d'autonomie de l'Ukraine, sauf sans doute de 1991 au Maïdan de 2013-2014. Et là, mon interlocuteur, Miroslav Marinovitch, un grand dissident, m'a dit « Là, Poutine a sans doute commis une erreur. Il a oublié de faire faucher ce champ de mauvaises herbes, ce qui a permis à la société ukrainienne de se réapproprier justement son histoire niée. » Alors, si on reste un instant sur le passé, l'une des accusations qui a été portée par Poutine pour justifier l'intervention, c'est les nazis, un régime nazi. Mais il y a une histoire spécifique de l'Ukraine avec le régime nazi, c'est-à-dire qu'au début de l'invasion de la Russie par les troupes allemandes, par les troupes d'Hitler, une bonne partie des Ukrainiens qui avait précisément dû subir le Golodomor et l'oppression et le totalitarisme stalinien, était tout à fait prêt à s'allier avec ses troupes. Et d'une certaine manière, la manière dont Hitler les a traités, comme des Untermenschen, comme les autres, a fait que cette tentation de s'allier aux Allemands, non pas aux nazis, mais aux Allemands pour renverser Staline, a été, pour la plupart d'entre eux, rapidement étouffée. Mais est-ce que cette mémoire-là est enseignée ou est connue, et est-ce qu'elle est connue dans sa vérité ou bien... En fait, cette mémoire, effectivement, du nationalisme ukrainien qui, à un moment, s'est allié avec les nazis pour ensuite être réprimé par eux, c'est une histoire qui est de plus en plus connue, qui fait l'objet de débats.
historique, tout à fait serein entre historiens, qui donne lieu aussi à des polémiques sur est-ce qu'il faut les honorer, est-ce qu'il faut vénérer ces figures-là. Donc en fait, c'est une mémoire qui est en train de se constituer, comme pour le Golodomor, comme pour d'autres épisodes qui étaient passés sous silence de l'histoire ukrainienne. Il y a un débat démocratique, il y a des débats entre historiens, il y a des historiens qui sont critiqués par d'autres parce que ils considèrent que ces Ukrainiens nationalistes qui sont alliés un temps aux nazis ne doivent pas être honorés, etc. C'est des débats très ouverts, et moi c'est ça qui m'a marqué en allant là-bas, c'est que j'ai vu que les débats étaient très ouverts, c'est-à-dire sur l'histoire, sur la question du nationalisme, sur l'attitude à avoir à l'endroit du président Zelensky, etc. En fait, personne n'est d'accord. Tout le monde discute et on essaye de construire une conversation démocratique à peu près normale. Et je crois que c'est ça qui se passe sur justement ces questions du nationalisme ukrainien qui sont pas réglées. Il y a des débats avec la Pologne, il y a des débats avec la Hongrie, parce que c'est une histoire complexe, c'est une histoire que Timothy Snyder a très bien décrite dans Terre de sang, effectivement. Et donc il y a une réflexion très riche. Et aujourd'hui, l'histoire est un domaine immensément populaire en Ukraine. Les gens lisent les livres d'histoire, ça les passionne. Il y a des discussions, il y a des journaux de vulgarisation qui existent. Et tout ça est abordé sans tabou particulier. Alors ça, c'est ce qui frappe quand on lit ce que vous avez écrit, aussi ce qu'ont écrit d'autres correspondants en Ukraine, c'est qu'au fond, la nécessité de défendre le pays pourrait conduire à un régime autoritaire, pas nécessairement dictatorial, mais autoritaire, à une société dans laquelle tout le monde serait prié de marcher du même pas derrière les chefs. C'est pas du tout ça que vous décrivez. Non, moi j'ai vu, il y a toute petite partie de l'opinion publique qui considère qu'on peut avoir le national sans la démocratie, c'est-à-dire effectivement un régime autoritaire qui serait très, très dur vis-à-vis de la Russie, etc. Mais c'est extrêmement marginal parce qu'en fait, les discussions, elles portent sur d'autres points. C'est-à-dire que c'est un pays qui est conscient de ce que la démocratie, depuis une trentaine d'années, lui a apporté. Elle lui a apporté la liberté de parole, elle lui a apporté la possibilité de dialoguer, de discuter et finalement de changer de président régulièrement. Et donc là, quand je discutais avec... alors là, je parle des intellectuels que j'ai rencontrés. Ils avaient tous une raison particulière d'en vouloir à Zelensky. C'est-à-dire, non pas d'en vouloir, de dire que c'est un dictateur, pas du tout. C'est un président démocratiquement élu. Ils comprennent parfaitement tous que Zelensky a dû reporter les élections présidentielles prévues en juin 2024, en mars 2024, parce qu'on ne peut pas faire une élection en temps de guerre quand il y a des territoires occupés, etc. Mais ils pensent qu'il y aura une alternance, que cette alternance, elle est bienvenue, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être que l'ancien commandant en chef des forces armées, Zaloujny, qui actuellement est ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni, puisse devenir candidat. Il considère que Zelensky ne parle pas assez à la société civile. Il considère que Zelensky fait des coups et n'a pas de stratégie, etc. C'est-à-dire, en fait, il y a beaucoup de choses diverses qu'on reproche à Zelensky. Et en fait, on attend tout simplement et assez tranquillement le moment où on pourra à nouveau organiser des élections et où le peuple à nouveau pourra s'exprimer. Donc je crois les Ukrainiens ont compris le bénéfice qu'ils pouvaient tirer d'un régime démocratique et je crois qu'ils sont vraiment pas du tout prêts à renoncer à la démocratie au nom de l'idée nationale. Alors Zelensky a donc envoyé à Londres il était quoi, chef d'état-major général ou chef d'état-major général. Il était commandant en chef des forces armées. Et mais quel pourrait être le contenu de l'opposition entre leurs deux façons de mener la guerre ? Alors d'après ce qu'on m'a expliqué, Zaloujny quand même maintenant, donc qui était immensément populaire et qui a été envoyé comme ambassadeur à Londres, a une autre conception de la stratégie ukrainienne face à la Russie. Zaloujny considère que l'Ukraine sacrifie beaucoup trop d'hommes sur le front, que la guerre aujourd'hui, même si par certains côtés la guerre avec la Russie ressemble à 14-18 parce qu'il y a une ligne de front figée, elle est essentiellement technologique et donc on pourrait éviter le sacrifice de tant de citoyens ukrainiens par une guerre de haute technologie, c'est ce qu'il avait dit notamment dans le journal The Economist, et que par ailleurs, il faudrait réorganiser la société ukrainienne sur un modèle, entre guillemets, israélien. C'est-à-dire un pays qui fait face à une menace permanente,
comme Israël depuis des années avec les régimes hostiles qui l'entourent, et réorganiser la société pour lui permettre de vivre normalement tout en assurant sa défense. Ça veut dire un service militaire avec des jeunes gens et des jeunes filles en armes dans les rues pendant 3 ans. Et ça veut dire aussi un dôme de fer. Ça veut dire évidemment mettre si j'ose dire, le paquet sur la technologie pour se défendre face à la Russie. Donc les pro-Zaloujny que j'ai rencontrés considèrent qu'il a un programme, une stratégie pour faire en sorte que la société ukrainienne puisse continuer de vivre et se développer malgré cette menace permanente de la Russie qui ne va pas disparaître évidemment l'année prochaine. Donc vous voyez, il y a des programmes qui sont en train de s'écrire, il y a des projets politiques qui sont en train de se faire. C'est vrai que Zelensky est dans un moment difficile parce que voilà, la situation face à la Russie est de plus en plus difficile. Je pense que Zelensky aussi se défendra son bilan, il peut se représenter. Bref, je crois que dans quelques mois ou dans quelques années, il y aura des nouvelles élections, il y aura des projets politiques qui vont s'opposer. Alors, à l'intérieur de cette société déliée, qui, vous le disiez tout à l'heure, a compris ce que la démocratie lui apportait après l'avoir pratiquée, sur quels enjeux ou sur quelles questions porte l'éventualité d'une fin de cette guerre, c'est-à-dire d'une négociation? Qu'est-ce qui est négociable pour les interlocuteurs que vous avez rencontrés en Ukraine? Ce que j'ai senti, c'est que pour beaucoup d'entre eux, la question des territoires n'était plus tabou. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, on disait que, et Zelensky lui-même disait qu'il fallait recouvrer l'intégralité des territoires occupés par la Russie, Crimée comprise. Et Donbass, occupé depuis 2014, compris. Aujourd'hui, on a un peu changé de discours. Je crois que tout le monde se rend compte qu'on ne peut pas terminer cette guerre rapidement en reprenant tous les territoires occupés par la Russie. Et donc, il va falloir faire des aménagements. Ça ne veut pas dire forcément des compromis, mais ça veut pouvoir dire geler une ligne de front pendant quelques mois ou quelques années, en essayant ensuite, en gardant l'espoir, bien sûr, de pouvoir récupérer ces territoires qui font partie de l'Ukraine plus tard. Voilà, donc en fait, l'espoir actuel, ça dépend évidemment des interlocuteurs. Certains intellectuels me disaient il faut continuer de se battre parce que cette guerre pour nous est existentielle. Poutine veut notre mort, il déteste la culture ukrainienne, il considère que l'Ukraine n'est pas un pays, il veut sa mort, donc il faut continuer. Il y a d'autres gens que j'ai rencontrés par exemple dans des trains qui me disaient qu'ils étaient des gens entre guillemets ordinaires, ils étaient gardiens de prison et qui j'ai passé plusieurs heures à boire de la vodka un peu avant midi dans un wagon entre Dnipro et Kharkiv, me disaient nous on a envie que ça s'arrête parce que juste on n'a pas envie de mourir, on n'a pas envie d'être enrôlé dans la guerre et on n'a pas envie de mourir ou d'être blessé sur le front. Donc évidemment, là encore, les discussions sont nombreuses, les opinions sont diverses, mais je crois que en Ukraine, aujourd'hui, il n'y a plus cette volonté qu'il y avait encore il y a quelques mois de récupérer très vite, par la force, la totalité des territoires conquis, ce qui ouvre évidemment d'autres problèmes. Alors, pendant cette période, il y a eu une offensive ukrainienne qui a fait croire à un moment donné qu'il y avait presque une possibilité de gagner sur le terrain. Et puis il y a eu en réponse une offensive russe qui, elle, a en effet correspondu à un gain de terrain très important. Très important puisque en peu de temps, Poutine a gagné autant de terrain qu'il avait mis à conquérir depuis le début de la guerre. Vous étiez sur place, vous, à ce moment-là. Oui, tout à fait. Moi, j'ai traversé plusieurs villes. Je suis allé, vraiment, mon idée, c'était d'aller d'ouest en est. Je suis pas allé sur le front, parce que je voulais surtout voir la société et les affects de la société. Je suis allé de Lviv à Kiev, la capitale, puis à Dnipro, dans le centre-est du pays, qui est un peu le hub de la guerre, c'est-à-dire de là partent beaucoup de troupes et reviennent des blessés, etc. Et ensuite, je suis allé tout au bout à l'est, à Kharkiv, qui est une ville qui est dans un sale état, il faut bien le dire, où les vitres des immeubles sont la moitié du temps sont brisées et on a remplacé par des panneaux, où beaucoup de gens sont partis, où le métro est gratuit parce qu'il y a plus grand monde dans le métro, et où les gens qui y vivent savent pourquoi ils restent. Et donc j'ai traversé le pays. Pendant cette période, il y avait
quand même pas mal de bombardements, puisque les bombardements, les frappes de missiles, les attaques de drones se sont accrues depuis le mois de septembre. Et donc, moi, quand j'y étais, tous les jours, de Kiev à Kharkiv, il y avait évidemment des alertes aériennes permanentes, mais ça, plus personne n'y fait vraiment attention. Et puis, surtout des frappes de missiles, des attaques de drones. Et donc, effectivement, j'ai pu voir, quand même, chez mes interlocuteurs, et puis tout simplement en étant dans ces villes, que la pression russe s'était accrue ces dernières semaines. Et donc, on était dans un moment de plus en plus dramatique de cette guerre. Et le moral des gens que vous avez croisés dans ces différentes villes, vous le qualifieriez de quelle manière ? Alors, ils m'ont prononcé un mot ukrainien qu'ils aiment bien, c'est lutz, qui veut dire, en fait, je pense que la bonne traduction, c'est l'ubris grec. Pas l'ubris, le thumos grec. Le thumos grec, vous savez, chez Platon, c'est ce sentiment qui vient pas de la tête, c'est pas une réflexion, qui vient pas du ventre, c'est pas un instinct, ça vient du cœur. Le thumos, c'est un souffle d'indignation. C'est une sorte de colère mêlée d'indignation et d'ardeur. Et en fait, le cœur, c'est le courage. Ukraine a-tu du cœur. Et donc, je pense que le mot lutz, c'est le mot que j'ai retrouvé chez pas mal chez mes interlocuteurs. C'est l'idée que oui, on est fatigué, oui, on a peur, oui, il y a de l'angoisse, mais on a encore en nous ce souffle d'indignation qui fait que on ne veut pas abandonner. Alors, ne pas abandonner, ça veut dire pas forcément combattre, même si beaucoup se posent la question. Chez mes interlocuteurs masculins d'une quarantaine d'années, ils se posent la question s'ils vont pas eux aussi aller combattre. Mais sinon, ça veut dire continuer à travailler, à pas avoir de week-end, à pas partir en vacances et à tout faire pour que l'Ukraine soit unie face à la menace. Donc, je crois que le sentiment général... Alors, dans une partie de la population, c'est évidemment la fatigue, le désir de signer un cessez-le-feu et de reprendre une vie à peu près normale. Et dans une autre partie de la population, je dirais à peu près 30%, c'est très difficile à évaluer, mais d'après les sociologues que j'ai rencontrés, c'est à peu près 30-40% de personnes qui disent « non, il faut continuer soit à se battre, soit à se défendre, soit à faire vivre cette société. » Et je terminerai en disant que c'est pour ça que les 18-25 ans ne sont pas envoyés au front. Vous savez, il y a un débat actuellement, les autorités américaines disent que ce serait bien de faire une mobilisation générale à partir de 18 ans. Et les Ukrainiens que j'ai rencontrés m'ont dit, vous savez, c'est très important qu'il y ait des gens qui ne soient pas au front. Parce que le pays s'est vidé de 10 millions d'habitants, c'est un pays qui va mal économiquement, et donc il faut qu'il y ait des gens qui travaillent, il faut qu'il y ait des gens qui étudient pour continuer de faire vivre ce pays. Donc il y a tout aussi un débat permanent sur qui on envoie au front et qui, à l'arrière, finalement fait fonctionner le pays. Alors, peut-être un dernier mot sur la France et l'Ukraine. La France est-elle perçue d'une manière différente du reste de l'Europe? Et si oui, en quoi? Et sinon, qu'est-ce que vous en tireriez comme conclusion? Alors, j'ai été invité à Dnipro. Alors, Dnipro, c'est une ancienne ville industrielle que j'avais connue dans les années 90, qui était vraiment très, très sinistre, très, très, très épuisée, pauvre. C'est devenu un centre commercial, industriel, très important aujourd'hui. C'est une très belle ville. Et par hasard, un peu par hasard, j'ai été invité à un club d'entrepreneurs, de businessmen, dans un resort, entre guillemets, sur le Dniepr. Donc là, on buvait plus du cognac, on buvait du chablis, avec l'accent. Donc, c'était un club d'entrepreneurs. C'était des personnes absolument passionnantes parce qu'elles me disaient, vous savez, on ne sait pas comment parler aux Occidentaux. Est-ce qu'on leur dit la vérité? On leur dit qu'on va très mal, qu'on est épuisé, on leur demande de l'aide? Ou est-ce que dans un langage un peu plus business, on dit que tout va bien et qu'il faut continuer à faire des affaires? Donc, c'est des gens très intelligents. Ils m'ont demandé de présenter un peu Philosophie Magazine, de parler de la position de la France. Je me suis fait copieusement engueuler. Parce que pour eux, j'étais un représentant de la France. Et ils étaient très déçus par l'attitude française, en disant « mais on ne comprend pas, un jour vous allez parler, enfin avant le début de la guerre, votre président va parler avec Vladimir Poutine, ensuite il dit qu'il ne faut pas humilier les Russes, ensuite il dit qu'il faut envoyer des hommes, peut-être envisager d'envoyer des soldats, ou en tout cas des hommes en Ukraine, mais il ne le fait pas. Votre position est illisible. » Et donc, je me suis fait copieusement engueuler par toutes ces personnes présentes, en leur expliquant que je n'étais pas le représentant du gouvernement français, que j'étais juste un journaliste en reportage. Et en fait, ils ont du mal à lire la position française. Ils sont très déçus par la position allemande, évidemment, qui ne veut pas leur livrer les missiles qui leur permettraient de frapper en profondeur en Russie. Ils aimeraient plus de clarté. Ils aimeraient plus de clarté et ils espèrent encore que la France pourra jouer un rôle moteur dans l'envoi
d'observateurs, voire de personnes participant à la défense de l'Ukraine dans les prochaines semaines. Donc moi, j'ai senti une forme de frustration, parfois un peu de colère et un désir que la France, finalement, clarifie sa position et fasse suivre les paroles par les actes et effectivement puisse être plus active dans l'aide à la société ukrainienne qui est admirable par sa résilience. Voilà. Et j'ai senti ce sentiment-là. Est-ce que j'avais dit dernière question, mais c'est évidemment c'était un leurre. Vous étiez avant l'élection américaine. Et pendant. Donc le résultat est tombé pendant que vous étiez en Ukraine. Qu'est-ce que Trump lui-même et les États-Unis représentent dans la perspective de la continuation ou de la fin de cette guerre ? Alors c'est très étrange parce que j'étais effectivement ce jour-là à Kiev et j'ai rencontré 2 intellectuels qui m'ont dit finalement avec Trump on ne sait pas ce qui se passera, ça sera peut-être pire, mais il y a une toute petite chance pour que ça soit mieux. Peut-être qu'il y aura un coup de poker. Et ils ont ajouté, vous savez, on est tellement fatigué d'attendre le soutien européen pendant des années, le soutien américain qui est très lent à venir, qu'on se dit peut-être que Trump fera quelque chose de bénéfique. Mais alors, ils ont dit ça quand même avec une sorte d'espoir de désespéré. Ils ne savent pas. Alors, quelques semaines plus tard, puisque je continue à être en contact avec eux, on s'écrit, on s'appelle avec ces intellectuels ukrainiens, ils me disent quand même que la situation est de plus en plus sombre, puisque si jamais il y a plus de protection américaine de l'Ukraine, eh bien la Russie va avancer de plus en plus, va se comporter comme un vainqueur, va essayer peut-être de fomenter des troubles en Ukraine, va trouver un candidat pro-russe pour les prochaines élections, etc. Donc il y a quand même, sur le coup, le jour de l'élection de Trump, il y avait une sorte d'espoir paradoxal de certains de mes interlocuteurs, pas d'autres. Et plus le temps passe, plus ils se sentent seuls. Et donc, à mon avis, plus ils ont besoin de soutien. Et donc, la Pologne n'existe pour eux que comme un voisin qui protège ses propres intérêts, mais pas comme un allié efficace. Ah non, la Pologne est remerciée pour l'accueil remarquable qu'elle fait aux très nombreux Ukrainiens qui se trouvent là-bas. Et est considérée comme une des voix qui, en Europe, est la plus lucide face à la menace russe. Donc, quelles que soient toutes les querelles historiques qui peuvent exister entre la Pologne et l'Ukraine, mais qui sont d'ailleurs discutées, il y a surtout le sentiment que la Pologne sait ce que c'est que la menace russe et, en plus, essaye d'aider autant qu'elle le peut les Ukrainiens. Donc, plutôt, moi, ce que j'ai perçu, c'est plutôt un rapport assez bienveillant et reconnaissant à la Pologne. Mais pas au point de considérer que si jamais le parapluie américain devait faiblir ou même disparaître, la Pologne serait un allié efficace, elle s'est beaucoup réarmée ces derniers temps, et en même temps un trait d'union, ou plus qu'un trait d'union d'ailleurs, un aiguillon de l'Europe pour prendre la place des États-Unis dans la protection de l'Ukraine. Oui, c'est-à-dire que... Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Ils ne le savent pas. Ils savent que les États baltiques, la Pologne, la Suède, la Finlande et actuellement la France sont quand même disposés à avancer, à aller plus avant dans la défense de l'Ukraine, peut-être à envoyer des troupes, en tout cas des observateurs, et qu'ils peuvent compter quand même sur ces pays qui ont perçu la menace, les États baltiques, la Pologne, les pays du Nord. Et donc ils espèrent que l'Europe va tout faire pour prendre le relais du parapluie américain si jamais celui-ci venait à se retirer, à se refermer. Michel Lussaninov, je vous remercie. Donc, Philosophie Magazine, dont vous êtes rédacteur en chef, jusqu'à la fin janvier avec vos propres articles. Et puis ensuite, en accès libre, sur le site de Philosophie Magazine, en accès libre. Jusqu'à quand, d'ailleurs ? Dès maintenant, et ensuite en accès libre pour... Non, mais je veux dire, la succession, il y aura combien d'interviews ? Alors, en fait, il y en a déjà plusieurs. Il y en a 5-6 qui sont déjà publiés. C'est un dossier spécial Ukraine. Ils sont en accès libre. Il y en aura une douzaine en tout. Vraiment avec des intellectuels qui ont été généreux de leur temps, avec qui on a visité des villes, avec qui on est allé dans des cimetières et avec qui on a pu s'exprimer très librement en russe, de manière approfondie.
Donc, c'est des interviews qui sont intéressantes et qui sont souvent étonnantes parce que ce sont des choses qu'on ne lit pas toujours sur l'Ukraine. Merci Michel Elchaninov. Je remercie le studio L'Arrière-Boutique où cette émission a été enregistrée. Le Nouvel Esprit Public est produit par Nouvelles Écoutes et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Nouvel Esprit Public.